Bonjour Adil, très Bonjour. content de t'avoir aujourd'hui sur le plateau avec nous dans l'émission. Je te laisse te présenter, raconte-nous un peu ce que tu fais et d'où tu viens. Ok, Adi Mania, j'ai 25 ans. Je suis fondateur de Startup au Calme, qui est le média des jeunes entrepreneurs et qui a pour vocation du coup d'épauler les jeunes entrepreneurs et de les aider à faire mieux. C'est-à-dire que tu leur fais de la pub ou juste tu les conseilles derrière, tu les filmes juste. Il y a Explique. deux missions en vrai. La première, c'est de les mettre en avant, tout simplement. Du coup, voilà, de leur donner cette opportunité, ce tremplin où ils peuvent tout simplement venir, voilà, passer sur les actus, sur les talk shows, les interviews, sur tous les formats qu'on fait. Et la deuxième partie, c'est de leur expliquer, c'est de leur décrypter comment ça se passe concrètement, toi, en tant que jeune entrepreneur, comment tu peux le faire. Et ça, du coup, c'est à travers soit déjà le contenu qu'on produit, qui est du coup, voilà, encore une fois, les interviews, les actus ou autres, ou bien évidemment aussi du contenu qu'on produit nous-mêmes et qui va les aider au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu as fait comme peut-être école avant, voilà, savoir ton background peut-être. Comment est-ce que tu en es arrivé en fait à Startup OKLM? Ok, donc mon background, ça ce qui est un peu marrant, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est journalisme, ni tout ce qui est média, pas du tout, ni commerce non plus. Du coup, là, j'ai fait une école d'ingé d'informatique, Ok. post-prépa. Du coup, là, on va dire, j'ai un profil plus geek, dev, voilà, c'est la base, on Je va vois pas se très mentir. bien. Du coup, là, j'aime bien coder, pas trop non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne aussi. J'adorais les maths quand j'étais au Ok. voilà, collège, lycée et tout. Je pense que c'est pour ça que j'ai continué aussi dans ce, on va dire, dans ce chemin-là. Et puis, Startup Vocal, pour moi, c'est venu c'était vraiment à la fin de mes études. L'idée, en vrai, c'est une suite logique de plein de choses qui sont passées avant, notamment parce que là, au final, ça reste quand même mon troisième projet entrepreneurial. J'en ai eu deux avant. Trois projets. Du coup, là, le premier, c'était, Je te laisse des cas, voilà, bien sûr. ça serait bien, je pense, là, que je revienne sur un peu l'histoire. Du coup, le premier s'appelle Kick and Link, et c'est une plateforme qui met en relation les joueurs de rugby semi-pro avec les clubs. Ok. Donc c'est pas mon idée. Donc voilà, moi j'ai rejoint le projet grâce à un Startup Weekend de Techstars. Tout le monde a participé à cet événement-là. Les Startup Weekend, les hackathons, c'est incroyable. Et c'est un événement qui permet vraiment voilà, de rencontrer du monde, de monter des projets. On a un temps limité, donc tu apprends beaucoup. Et c'est très formateur. Et moi du coup, c'est grâce à ça que j'ai un peu plongé dans ce domaine, ou replongé si on doit le dire. Du coup, voilà, moi c'était deux frères qui s'appellent du coup les frères Lefranc. Eux, du coup, leur père, c'est un joueur pro Ok. de l'ASM, du coup, Très bien. Clermont. C'est là où j'étais à l'époque, du coup, à Clermont-Ferrand. Du coup, pour faire simple, eux, ils avaient on va dire, dans leur tête, en tout cas, ce qu'on m'a vendu durant le Startup Weekend, c'était un LinkedIn sportif. Voilà. Et je me suis dit, un LinkedIn avec Kylian Mbappé dessus, je veux le coder. Tu vois, c'était ça un peu ce que j'avais en tête. Toujours cette idée de Et codage derrière. exactement. Il y avait, en gros, si tu veux, eux, ils avaient des profils commerciaux école de commerce, et ils cherchaient quelqu'un du coup pour développer. Ils ont dit vas-y, Startup Weekend, moi je suis parti pour découvrir. Et là je suis tombé sur ce projet-là, je me suis dit vas-y, ça peut être l'occasion aussi pour faire plein de choses. Et là je l'ai rejoint pendant le week-end et je me dis vas-y, on va essayer de le faire. Sauf que à la fin du week-end, c'était pas un LinkedIn sportif général, c'était plus une plateforme du coup de matching entre joueurs de rugby semi-pro avec les clubs. Et là du coup on rentre plus dans le rugby, sachant que moi je déteste le Pas de rugby. Kylian Mbappé du coup. Exactement, voilà. Et moi, je déteste le rugby. Tu ne veux pas savoir à quel point, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux Comment qui il peut en adorent coûter si tu détestes le rugby? c'est compliqué. Du coup, c'est pour ça que, on va dire, après voilà, on va dire, on s'est mis sur le projet parce qu'il y a plein de jurys qui nous ont dit, vas-y, mais faites-le, vous avez du temps, vous êtes encore étudiant, vous n'avez rien à perdre. Donc, testez ce que ça va donner après le week-end. Et là, on se dit, vas-y, pourquoi pas. Là, du coup, on se revoit, je pense, 2, 3 semaines après, et on commence à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, pourquoi. Et après, du coup, on postule pour Pépite France, Très bien. du coup, pour avoir le statut étudiant-entrepreneur. On l'avait, on postule aussi pour l'incubateur de l'école de commerce de Clermont. Du coup, pour être incubé aussi, on a les deux. Ça, c'était le mois de janvier 2019, pour le coup. Ok. Et puis, on arrive à février, du coup, on continue à travailler dessus en temps partiel avec les études. Et puis, ce qui se passe, c'est que fin mars, on gagne un concours. Lequel? C'était le concours Pépite du coup qu'il faisait, on va dire, localement, à Clermont, avec, je pense, on avait un prix développement local, un truc comme ça. Et c'est ce soir-là même où je me dis, ouais, j'arrête le projet. Voilà, c'est un peu marrant. Tu gagnes et tu te casses. Quelle raison? Pour quelle raison? En vrai, c'est ce que j'ai appris par la suite, ce qu'on appelle le manque de founder product fit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il y a un match entre. Parce que souvent on dit, ouais, est-ce qu'il y a le product market fit? Ça, c'est très connu. Bien sûr. C'est le match entre le produit et son marché. Il y a un deuxième match qui est très important, qu'on oublie souvent, c'est le match entre le fondateur et le projet. Pour faire simple, c'est que, voilà, si je prends SpaceX, voilà,
un autre type qu'Elon Musk fera jamais pareil. Bien évidemment. Et du coup, il y a match entre Elon Musk et SpaceX, c'est pour ça que ça marche. Et il y a toujours ça, et ça, moi, on va dire, on ne l'a pas dit avant, voilà. Et puis, quand j'ai tenté ça, même par la suite, j'ai appris que c'est un élément qui est très, très, très important, c'est de se lancer dans quelque chose qui correspond à soi-même, un projet qui nous parle très bien, où je ne vais pas dire qu'on est forcément à l'aise, parce qu'on va toujours apprendre des choses, mais un projet qui est nous, tout simplement. Et c'est ça ce qui fait la différence. Et du coup, ce que je n'ai pas trouvé dans ce projet-là, parce qu'il y a aussi cette notion de, oui, c'est un projet que tu mènes à temps partiel, donc tu sacrifies du temps, tu te mets de l'énergie. Et quand tu fais ça dans quelque chose qui ne te plaît pas à ce point-là, au bout d'un moment, voilà, oui, tu as beau dire, ouais, ok, je suis en train d'entreprendre, j'adore, mais au bout d'un moment, tu dis, ouais, est-ce que c'est vraiment le bon choix ou pas? Et c'est là, du coup, j'ai arrêté. Et en plus, on n'arrivait pas vraiment à avancer comme il le faut, ce qui est normal. Et après, du coup, voilà, je suis venu sur Paris, c'était en 2019, toujours, avril. Juste et là, avant le Covid, j'imagine. Exactement. Et j'ai bien profité à l'époque, voilà. Parce qu'après, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai profité des événements, notamment. J'en ai fait plein. J'en ai fait 2 autres Startup Weekend, dont un qui était chez Blablacar, où j'ai rencontré du coup Francis Napez, le CTO. Et voilà, un autre aussi qui était chez GEM. C'était un Startup Weekend d'Europe. J'ai rencontré plein de fondateurs, j'ai fait plein d'événements, Station F, School Lab, voilà, un peu partout. Et ça, c'était très cool, très formateur parce que tu rencontres beaucoup de monde. Et ce qui se passe, c'est que j'ai essayé de monter plein de projets, plein de petits projets. Je me suis inscrit sur tous les sites de cofondateurs, je sais pas quoi, tu vois, tous les trucs comme ça. Ça a fonctionné? Pas du tout. Voilà, j'ai rencontré plein de monde, on partait, on discutait. À chaque fois, j'étais là en mode, ouais, non, une appli qui fait ça, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et même parfois, je dis oui, j'ai envie. Et après une semaine, je me dis, ouais, non, en vrai, ça vaut pas le coup, donc j'arrête. Ce truc-là de Founder Product Fit, en vrai, je l'ai cherché pendant très, très longtemps. Et ce qui se passe, c'est que en septembre 2019, je reviens à Clermont-Ferrand, du coup, pour ma dernière année d'études. Source. Voilà. Et là, je me dis, OK, il me reste un an, il faut que je fasse un truc. Et il faut que je fasse pas la même erreur qu'avant, où c'est un projet qui ne me parlait pas. Pourquoi ne pas créer le projet à ton tour cette fois-ci? De un. Et deuxièmement, c'est même, on va dire, monter quelque chose qui me parle, qui est moi, qui, Si voilà. tu le crées toi, forcément à ton image. En vrai, c'est pas forcément le cas, tu vois, parce qu'il y en a plein qui lancent des projets où c'est pas forcément leur image, tu vois, parce que c'est, voilà, moi je peux, tu vois, je peux du jour au lendemain te dire, ok, demain j'ai envie de lancer une app qui permet je sais pas moi, de voir l'heure, voilà, voilà, c'est une app débile, mais je peux la faire. Mais ça ne matche pas avec moi, avec ce que Bien sûr. j'adore et avec ma passion, avec mes envies, avec même ma vision. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, il faut quelque chose on va dire, qui est vraiment, vraiment moi. Et du coup, c'est là où je lance par la suite, en tout cas l'idée au départ c'était ça, et c'est exactement ce qui a continué, ce qu'on appelle le Teen Startup Day. Ok. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est un hackathon qui est dédié aux collégiens lycéens. Et l'idée c'est que l'objectif c'est qu'à la fin de la journée, à 17h30, tu as un collégien de 13 ans sur scène avec un pitch deck propre devant ses parents, un jury, des invités, un public de dingue, et il est en train de pitcher en toute confiance son projet. Je l'ai fait et ça marche. Ça, c'était très, très fort. Et du coup, et aussi, c'était pour moi aussi, on va dire, de créer un peu l'événement que j'aurais tellement aimé l'avoir quand j'étais au collège, au lycée, et que j'ai pas eu, parce que personne ne l'a organisé pour moi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de l'organiser pour d'autres. Et aussi parce que je crois énormément dans une autre vision de l'école. Et je me suis dit, OK, ça va être la journée où on va casser les codes de l'école et je vais tester toutes ces idées que j'ai en tête d'une meilleure, on va dire, de cette meilleure école, tu vois. Et après, si tu veux, on peut parler ça aussi en détail. Et du coup, voilà, c'était un petit peu ça le produit. L'idée, encore une fois, c'était en septembre 2019. Et on a fait la première édition, du coup, le 14 mars 2020. 2 jours avant le premier confinement. C'était le dernier week-end d'un stress énorme et c'était vraiment très compliqué parce qu'un événement en ce moment-là, c'était un risque de ouf. En plus, au début, on ne savait rien sur le Covid. Il y avait des rumeurs de partout. Et moi, j'ai reçu plein de messages de plein de gens, je me rappelle. Mais en vrai, moi, je me suis dit, OK, certes, il y a un risque. Parce que c'était Covid au début, donc vraiment, on ne savait rien. C'était le moment où il y avait les pénuries de PQ, je ne sais pas quoi. C'était n'importe quoi, même les pâtes et tout. Les gens, ils étaient un peu fous. Et du coup, je me suis dit, OK, si je le fais, si je prends ce risque-là de faire l'événement, il faut quand même que je fasse quelque chose. Il faut surtout que je maîtrise aussi, tu vois, et pas juste que je prends un risque pour prendre un risque. Et du coup, c'est là où on s'est dit, OK, on va faire le truc, mais dans les meilleures conditions possibles. Et puis ça a marché. Et aussi, sur quoi ça a débouché cet événement? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé par la suite? Comment est-ce que ça t'a permis d'avancer dans ton projet, de construire une image, en fait, tout simplement? Pour moi, je pense qu'ils ont vécu une journée qu'ils vont jamais oublier de leur vie.
Ça, c'est sûr et certain. Il y en a même plein qui me l'ont dit. Moi, j'ai revu plein de parents après. Voilà, parce que par exemple, il y avait une mère qui avait oublié la clé de sa voiture. Du coup, je lui ai donné la clé de sa voiture. Et elle m'a dit, c'était du coup 2 semaines après. Et là, elle m'a dit, ouais, ma fille n'a pas arrêté de parler de l'événement. Il était incroyable. Elle veut trop reparticiper la prochaine fois avec ses potes. Et ça, je pense, ça veut dire que voilà, qu'il y a eu une certaine satisfaction. Donc si j'ai bien compris, ça t'a donné confiance en toi pour la suite pouvoir avancer dans ton projet entrepreneurial et être capable de développer quelque chose. Exactement. En vrai, c'est sûr parce que du coup, pour moi, c'était un premier test et il y avait beaucoup de, en vrai, il y avait beaucoup de choses un peu fous. Tout simplement, c'est que on va dire le concept ou bien le business model de ça, voilà, on va dire c'est une asso qui organise l'événement. Derrière, tu as des partenaires et du coup, tu dois aller chercher pour leur dire, ok, j'organise tel événement et voilà. La première chose moi, que je trouve qui est un peu folle dans ce modèle-là, c'est que tu pars vendre du rêve. Moi, je suis parti voir des partenaires, leur dire, ok, je vais monter un événement qui va ressembler à ça et avec tel nombre de participants, avec telle chose. Il y a eu combien de participants à la fin? Il y a eu 16 à la fin. Donc 4 équipes de 4. Ce qui était fou, c'est juste voilà, que tu pars, tu leur dire ouais, j'imagine un truc comme ça et du coup, mais je cherche des sous pour maintenant. C'est cette concrétisation d'une idée qui finalement tu as réussi à la mettre en place, quoi. Aller chercher des gens, des sous et puis finalement avoir le projet qui tient sur pied. Exactement. Et il y avait ça, mais et pareil, en vrai, il y avait même le déroulement de la journée, comment ça va se passer et tout. Il y avait un peu de tout et c'était assez compliqué. Mais voilà, c'est fait. La première édition, c'était incroyable. Il y a des entrepreneurs qui en sont sortis, futurs entrepreneurs. On m'a dit qu'il y en a qui ont commencé à faire des choses, voilà, à 16-17 ans. Donc ça c'est pas mal. Donc, et après, moi, j'ai reçu plein de messages aussi très touchants le lendemain sur Messenger, par exemple. Il y en a qui m'ont envoyé, ouais, c'était incroyable la journée, j'ai adoré. Voilà, et je pense que quand tu reçois tout ça, c'est juste très beau. Et du coup, la suite, pour moi, c'était de faire une tournée partout en France avec ce projet-là. Sauf que Covid, et après, ça a duré pas 1 mois ni 2 semaines, ça a duré 2 ans. Comment est-ce que tu as fait du coup concrètement avec le Covid pour t'adapter? Est-ce que c'était un moyen de te propulser ou au contraire, ça t'a bloqué? En vrai, au début, je me suis dit, c'est pas grave. Voilà, je m'en fiche, ça va pas durer si longtemps que ça, et puis on va le faire. Et là, du coup, on a démarré l'orga pour le faire à Lyon, cette fois-ci. Une édition beaucoup plus grande parce que cette fois-ci, quand tu pars chez des partenaires, tu as déjà quelque chose de fait. Donc, tu es encore plus puissant et tu peux viser plus grand, même dans l'orga. Et du coup, je me suis dit, OK, on va faire à Lyon, ça va être un grand événement. C'était prévu pour mai 2021. Et du coup, on a démarré l'orga en septembre. Et ce qui se passe, c'est qu'en janvier, il y a eu les variants, vaccins, toute l'histoire, je pense qu'on connaît. Et là, je me suis dit, bon, on laisse tomber, quoi, c'est impossible. Et du coup, on a voulu décaler. Après, on a voulu refaire une édition cette fois-ci à Lille. Et pareil, niveau temps, c'est hyper compliqué en ce moment. Mais j'y crois énormément dans ce projet-là. Je pense que je vais en prendre un de ces 4. Mais ce n'est pas la priorité que j'ai aujourd'hui. Parce que, pour faire simple, et là du coup je pense qu'on va revenir sur Startup au Calme, c'est que quand tu inspires des très jeunes comme ça à devenir entrepreneurs ou que tu leur donnes un peu cette journée-là, c'est très cool. Mais par contre, tu les pousses dans un monde qui n'est pas encore prêt pour les accueillir. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'écosystème aujourd'hui, l'entrepreneuriat des jeunes en France, n'est pas encore mature, n'est pas encore prêt. Il y a encore beaucoup de lacunes, d'où du coup l'existence de Startup au Calme notamment, et même plein d'autres initiatives d'ailleurs que je salue. Et pour moi, je pense que c'est un peu ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est cool d'inspirer un collégien, mais je trouve ça dommage que le collégien, quand il va vouloir devenir entrepreneur, jeune entrepreneur pour le coup, il ne va pas trouver un écosystème qui est prêt pour l'accueillir. Et c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, j'ai lancé un média pour développer cet écosystème-là. Et après, pourquoi pas, je reviens sur l'histoire des collégiens. Comme ça, le moment où ils vont venir dans l'écosystème, ils vont trouver un meilleur écosystème pour eux. Et ça peut être encore plus intéressant. Donc c'est là pour les accompagner jusqu'au bout du moins de... J'espère, voilà. En tout cas, moi ce qui peut être assez marrant, j'espère, c'est que les collégiens qui ont participé du coup à cet événement-là, viennent te voir par la suite. Voilà, qui reviennent, qui passent sur Metal Show par la suite. On leur passe un message hein, si ils sont dans le coin. On vous attend. Mais du coup, voilà, j'espère en tout cas que je vais pouvoir recevoir quelqu'un d'eux sur Metal Show par la suite, 3 à 4 ans après. Ça peut être juste très cool et dire, ok, genre toi, tu étais là dans un événement que moi j'ai fait en 2020, maintenant, je sais pas, en 2023, 24, 25, et maintenant tu voilà, as monté ta boîte, tu as monté ton projet, et maintenant tu es sur mon show, donc c'est fou. Et en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Mais ça va venir. Et avec Startup au KLM, qui est-ce que tu as eu l'occasion d'interviewer dans un premier temps? Quel grand nom de l'entrepreneuriat ici? Beaucoup, on t'écoute. Et qu'est-ce que tu en as appris surtout? C'est ce qu'on veut savoir.
Beaucoup de choses. Quand tu as la chance on va dire, de côtoyer des gens comme ça, surtout pendant des longues durées, c'est fou. Et si tu veux, je te fais toute la liste. Voilà, en vrai, il y en a plein. Les gros noms, surtout. Les gros noms surtout. Jean-Pierre Ladir, Fairmove, qui veut être mon associé, il est incroyable. Moi, mon épisode préféré, je pense que tout le monde le sait, c'est Roxane Varza de Station F. Elle est adorable. Et du coup, salut Roxane, voilà, si elle regarde cet épisode. Elle est incroyable. Elle apporte tellement, tellement beaucoup à l'écosystème. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, par exemple? Roxane, il y a un truc par rapport à elle, je pense que ça se sent très bien, c'est la passion. Et c'est aussi l'envie, c'est aussi le sourire. C'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. Si t'es pas passionné par le projet que t'as, c'est compliqué. Voilà, et même, il y a cette histoire aussi de, voilà, juste la bonne humeur. Pour moi, je pense que ça, ce que je trouve dans Roxane, ce qui n'existe pas forcément chez beaucoup de gens, c'est voilà, c'est ce sourire-là, voilà, cette énergie très positive qu'elle sort. Voilà, c'est un peu comme Michou, tu vois. Voilà, voilà. Donc Roxane, c'est un peu Michou de entrepreneuriat, si on peut le dire. Mais tu vois, genre elle, quand tu parles à rencontrer, elle est toujours souriante, toujours, il y a toujours un petit truc, tu vois, en plus. Et c'est pour ça qu'en plus, ça matchait très bien avec l'émission parce qu'on a passé 2 heures à se marrer comme jamais. Et ça, je pense que c'était assez fort. Et pour moi, je pense, voilà, par exemple, genre elle, si je retiens un truc, c'est ça. C'est le fait il faut être passionné, il faut toujours kiffer, il faut toujours être de bonne humeur. C'est bien, ça aide beaucoup. Et ça laisse aussi une bonne image chez les gens par la suite. Et ça, je pense, c'est très, très fort. Et après, Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, j'ai eu la chance d'avoir la ministre de la Jeunesse, Oh. Sarah Léry. Ça, c'était fou. Ça, c'était vraiment fou parce que je ne m'y attendais pas. Alors comment tu l'as contacté juste pour savoir qu'on ait un peu les tips ici? Mais C'est bien. LinkedIn, je te jure, LinkedIn, j'ai envoyé un message et j'ai attendu, je pense, 2 ou 3 semaines. Et après, j'ai reçu un message de sa part. Et là, je reçois un notif, je me dis, non, c'est pas vrai. Et elle me dit, ouais, salut Adil, c'est Sarah, tu peux contacter du coup la meuf qui gère ça pour moi et tout. Et je me dis, ouais, c'est incroyable. Et là, je me dis, ouais, genre, en plus, ce qui était marrant, c'est que j'ai répondu vraiment à l'instant même, tu vois. Moi, je suis toujours sur mon téléphone, les notifs souvent. Et là, elle me dit, ouais, c'est efficace, hyper rapide, bravo. Et je me dis, bah voilà, déjà. Et du coup, je contacte on va dire, la meuf qui gère pour elle son assistante. Et elle ne m'a pas répondu, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps, elle ne m'a pas répondu. Et ça a continué. Et puis nous, on a fait la petite pause entre genre juillet et août. Et puis en septembre, du coup, on a démarré la saison 2. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais relancer. J'ai relancé du coup l'assistante, elle ne m'a pas répondu. Et là, j'ai relancé la ministre directement. Et le jour même, je reçois un appel de l'assistante en mode ouais, c'est l'assistante de Sarah. Voilà, on fait quand l'émission et tout. J'ai dit ouais, vas-y, on a cette date-là. Elle m'a dit ok, on fait. Qu'est-ce qu'elle t'a appris pour l'entrepreneuriat en particulier, pour les jeunes, comment entreprendre aujourd'hui? En vrai, des personnes comme ça, avec des profils plus politiques, il n'y a pas un grand apport, tu vois. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter alors aux entrepreneurs? Pour moi, juste le soutien et Financement, le financement, pourquoi pas, mais par le BPI par exemple. ouais, mais c'est même pas eux qui ont vraiment la main, tu vois. Ok. C'est surtout, en vrai, je pense voilà, c'est un autre écosystème, mais pour moi, juste le fait que le sujet soit assez présent. Je pense pour moi, c'est ça ce qu'une personne comme Sarah Léry peut faire, c'est juste de pousser un peu le sujet, parce qu'elle a ce rôle de ministre, elle a ce rôle de, voilà, on va dire, elle est affichée, elle est devant tout le monde, et chaque sujet qu'elle traite, il devient important du jour au lendemain. Donc si elle parle d'entrepreneuriat, elle va pousser le sujet. Les médias vont parler de ça, les gens vont parler de ça, et chaque sujet qu'elle traite, elle le rend intéressant. Et pour moi, je pense si elle fait déjà ça, c'est déjà incroyable. Et après, tout ce qui est exécution, financement et tout, il y a d'autres structures pour ça. Tu as parlé des BPI notamment. Et eux, je pense qu'ils peuvent intervenir dans des cadres-là. J'en prends la liste. En vrai, c'est compliqué parce qu'ils donnent tous un petit truc, tu vois. Et ce que j'en retiens, c'est que chacun est différent. Voilà, chaque histoire est différente, chaque background de quelqu'un est différent. En vrai, parfois, c'est très biaisé les conseils, tu vois. Parce que les gens, ils ne sont pas dans ta situation à toi. Donc, ils ne peuvent pas. Voilà, ok, je vais te dire, ok, lance-toi, fais un truc, c'est cool. Mais je ne suis pas toi, tu vois. Je sais pas par quoi tu passes, les financements que tu as, les moyens que tu as, l'énergie, ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie de faire. Et ça, pour moi, je pense, c'est pour ça que les conseils, moi, je reste un peu trop. Voilà, trop. Mais tu conseilles quand même des gens. Voilà, limite. Voilà, j'essaie de m'éloigner un peu de ça et surtout d'apporter des choses très concrètes. On a parlé du founder product kit, tu vois. Des notions comme ça, voilà, il faut que les gens savent que ça existe. Ce qui compte, c'est l'exécution et c'est vraiment faire les choses. Et en plus, après, je parle aussi parce que là, ça fait quand même 3 ans que je suis dans l'écosystème. Au bout d'un moment, tu as les mêmes conseils qui vont se répéter. Tout le monde va dire la même chose. Tu as besoin au début de cette petite dose de motivation, d'énergie, Ouais. voilà, au tout début. Et après, je pense, au bout de quelques mois, tu te rends compte que c'est les mêmes conseils que tout le monde donne. Donne-nous les conseils que tu entends. Est-ce que ça fonctionne?
ou pas? Je suis pas sûr en vrai, hein. Qu'est-ce que tu as entendu par exemple? Oui, lance-toi. Voilà, je pense qu'Yoann vient de le dire tout à l'heure, hein. Donc c'est cool, c'est bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça, tu vois. Mais c'est juste que au bout d'un moment, quand tu rentres vraiment dans l'écosystème, c'est les mêmes conseils qu'on va donner, tu vois. Voilà, lance-toi, beaucoup d'exécution. Il faut pas trop. La levée de fonds, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi et comment, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Et pour moi, je pense que ça, ce qui est. Après, voilà, encore une fois, chaque histoire est différente. Et il faut juste faire soi-même les choses qu'on veut, soi-même. Et après, voilà, moi, ce que je retiens aussi, je pense, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. C'est pas, voilà, c'est pas un métier en soi, c'est un mode de vie que tu vas vivre au quotidien. Et il faut que tu adaptes ta vie à Il ça. faut être prêt, c'est ce que tu nous dis. Oui, il faut être. Pas forcément, parce que tu ne seras jamais prêt. C'est ça ce qui est marrant, tu vois. C'est que oui, tu peux t'entraîner, tu peux lire, tu peux apprendre, tu peux rencontrer du monde, mais tu n'es jamais prêt. Donc, juste fais des choses et puis. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Les problèmes, il y en a pas mal, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le premier, c'est que je ne viens pas de l'écosystème qui me permet d'avoir les invités que je veux. Tu envoies plein de messages, tu testes plein de canaux différents, et puis tu rencontres en face à face, tu essaies de faire vraiment au maximum jusqu'à ce qu'ils disent oui, tu vois, qu'ils acceptent et qu'ils viennent. Et ça, vraiment, en tout cas, dans le secteur média, c'est un peu compliqué quand tu n'as pas forcément l'accès à des gens comme ça. Et il y a encore beaucoup de temps avant qu'on arrive à ce stade où tout le monde est accessible un peu, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme obstacle? Ben voilà, moi, je ne connaissais pas du tout l'univers communication, médias, même d'un point de vue technique, il y a toujours des complications. Et voilà, là, on est en train de tourner. Voilà, c'est très compliqué de gérer ça d'un point de vue technique. Et pareil, voilà, moi je connaissais rien avant. Voilà, que je me suis lancé sur Twitch, je connaissais même pas Twitch avant. J'ai jamais regardé un truc sur Twitch avant que je me mette sur Twitch, tu vois. Et puis tu apprends, tu regardes comment ça se passe, et au fur et à mesure, ok, tu apprends des choses. Et pareil, j'ai appris plein de choses là récemment sur la partie technique, sur la partie communication, sur la partie média. Et pareil, quand tu pars la partie commerciale aussi, tu vois. Se vendre, c'est important. Exactement, et c'est très dur parce que tu lances pas un produit voilà, qui est clair, net, précis. C'est autre chose, voilà, c'est un média, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas vendre avec ça média? Et pareil, c'est quoi, on va dire, c'est quoi, comment tu peux trouver un équilibre entre la presse et entre on va dire, la com, tu vois? Sachant que la com, c'est rentable, la presse, c'est pas du tout rentable. Donc c'est ça aussi ce qui est différent. Comment tu peux gérer une équipe? Voilà, pareil, j'avais beaucoup de gens qui m'ont rejoint sur le projet, qui sont partis. Il y en a encore d'autres qui sont encore là. Donc pareil, ça aussi, je ne connaissais pas du tout avant. Et tu fais, voilà, tu fais, tu apprends, tu fais, tu apprends. Et à chaque fois, tu essaies de faire mieux. Et pour moi, je pense que c'est ça un peu l'objectif. Comment est-ce que tu as réussi du coup à surmonter ces problèmes? C'est facile, ça prend du temps. C'est tout. Voilà, c'est juste le temps. C'est ça le plus important. Et il faut faire plein de choses. Créer du contenu. Et en fonction de ce que tu fais, tu vas pouvoir accéder à des réseaux comme ça, tu vois. Voilà, moi si tu veux, voilà, l'écosystème que je me suis créé, ça date de 2017, 18, où j'ai démarré un peu. Et 2018, je connaissais personne dans l'écosystème startup. Fin 2018, début 2019, j'avais tout l'écosystème de Clermont-Ferrand. Et du coup, voilà, ils me connaissaient, on se connaissait grâce à plein d'événements où j'ai pu participer, voilà, que j'ai pu faire, et grâce à des projets aussi que j'ai pu mener. Et après, je suis venu sur Paris, je connaissais personne non plus. Pareil, étape par étape, étape par étape. Au début de Startup Local, personne ne me connaissait au début. Et puis, voilà, c'est sur le temps. C'est le temps qui fait la différence. À Nantes, notamment, on a un incubateur. Est-ce qu'il y a ça à Clermont ou pas? Ce pôle qui lie les trois, Ouais. design, entrepreneur commercial plutôt, management et ingénieur. Il n'y a pas ça à 100%. Clairement, c'est un peu différent. En gros, tu as un campus qui est un peu très technique. Et du coup, là-dedans, il y a Polytech Clermont, il y a l'ISIMA, du coup, l'école d'informatique, et il y a Sigma, du coup, tout ce qui est mécanique, chimie. Et du coup, là, on va dire, ces trois ingés, voilà, ces trois écoles d'ingé entre eux. Et après, de l'autre côté de Clermont, tu as l'école de commerce. Toute seule, isolée. C'est compliqué voilà, de relier les deux parce que c'est vraiment deux écosystèmes. Après, clairement, c'est une vie d'étudiante. Il y a beaucoup d'événements étudiants et tout, mais on se retrouve beaucoup plus pour des soirées que pour voilà, que pour monter des projets. C'est la vérité. Et du coup, c'est très compliqué, tu vois, de faire un peu voilà, de rallier deux mondes quand tu n'as pas cette proximité géographique aussi. Pour moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est plus d'événements et essayer de partir un peu plus vers aussi les jeunes où ils sont dans leur campus. Ça peut faire la différence. L'idée pour moi, voilà, c'est de fédérer de manière ou d'une autre voilà, tout l'écosystème. C'est l'objectif, ce que j'essaie de faire depuis très longtemps. C'est sur le long terme. Pour moi, c'est une question qui va se poser d'ici 5-10 ans peut-être, tu vois. Point qui est intéressant, donc tu interviews pas mal d'entrepreneurs, donc tu vois les tendances, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que toi tu as vu?
En vrai, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et que les gens veulent savoir, attention, Ouais, les c'est petits sûr. tips. C'est sûr. Où investir aujourd'hui? Il y a plein de choses. Je sais qu'il y a une hype toujours sur le Web3. Ça, il y a une hype de ouf en ce moment. Tu penses qu'elle est justifiée? Euh, je sais pas trop. Franchement, voilà, moi j'ai un avis un peu neutre sur le sujet. J'attends que le temps passe. Je pense qu'il y a des trucs sur la blockchain, sur les NFT, sur la crypto, le Web3. Tu vois, par exemple, la meilleure utilisation des NFT, ça peut être, moi, tout ce qui est, on va dire, culture, tu vois, musique, déjà. Tout ce qui est accès à des concerts, les tickets et tout. Je pense que tout ce Ok. qu'on a aujourd'hui, on va dire, qu'on fait déjà d'une manière un peu semi-NFT, si on peut le dire. Notamment, je sais pas, genre, si demain tu vas entrer au Stade de France pour regarder un match de foot, tu auras ton NFT avec toi pour accéder au stade. Et on va être sûr que c'est toi qui es derrière, c'est toi le propriétaire de cet Ça, c'est objet-là. génial. Et ça, pour moi, je pense que ça, c'est une vraie utilisation. Ça, c'est le futur. Et ça existe déjà? Il y en a qui se développent un peu, mais encore une fois, le problème, c'est pas la techno. La techno existe déjà. Et elle est bien, mais le problème, c'est. Tu nous dis qu'il faut juste des entrepreneurs pour lancer le projet? Même pas. Il faut pas il faut des milliers, il faut démocratiser le truc, il faut passer beaucoup de temps. Il faut du temps aussi, que les gens s'adaptent. Après, la deuxième utilisation, moi, j'aime bien cette comparaison un peu aux cartes étudiantes, tu vois. Parce que les NFT, ce qu'ils apportent de très fort, c'est que c'est décentralisé. Ça veut dire que tu peux, de n'importe où, sous n'importe quel contexte, utiliser ton produit. Avant, on avait des objets qui étaient liés à des logiciels, à des systèmes, à des choses qu'on a mis en place avant. Maintenant, cet objet-là, tu peux le sortir de son écosystème et l'utiliser ailleurs. Et le deuxième exemple de trend à suivre, à part les cryptos, Web 3.0? Ouais, le Made in France. Tous les produits qui sont faits ici, il y a quelque chose à faire. En vrai, oui, il y a des trends, oui, il y a des trucs que tu peux suivre, mais ce n'est pas ce qui fait forcément la différence. C'est surtout toi, comment tu as exécuté ton produit. Et oui, il y a cette histoire un peu de ce qu'on appelle un peu le momentum, c'est-à-dire le temps, le rapport temps par rapport au lancement de ton projet. Et pour être très concret, si je prends l'exemple des masques, voilà. Les masques en 2019, c'était que pour les médecins, c'était tout, comme marché. C'est vrai. En 2020, c'est devenu le marché international. Tout le monde, si tu avais des masques à l'époque, T'étais un milliardaire. stock, voilà, c'est ça. Donc tu penses que les entrepreneurs aussi, quand ils veulent lancer un projet disruptif, par exemple, du Ouais. deep tech, etc., où les gens ne sont pas encore habitués à ça, il Ouais. faut vraiment le lancer au bon moment, voilà, pour que ça fonctionne. C'est pas parce que le projet ne fonctionne pas à un instant T qu'il ne fonctionnera pas. Ça, c'est un facteur qui existe. Il y en a plein, hein, voilà. Et on a parlé tout à l'heure du Founder Product Fit, il y a aussi le Product Market Fit, il y a aussi du coup ce momentum. Il y a plein, en vrai, moi je compare un peu une startup à une checklist, tu vois. Et du coup, si tu coches les bonnes cases, tu auras une réussite, tu vois, derrière. Après, ça dépend aussi de ce que c'est une réussite. Mais du coup, plus tu coches, voilà, plus c'est toi le meilleur pour monter ce projet-là. Tu es venu au bon moment pour monter ce projet, tu as les bonnes ressources pour le faire, tu as pris les bonnes décisions. En fonction de ce que tu fais, tu auras un bon résultat, tu vois. C'est une équation de maths. Le problème, c'est qu'il y a plein de facteurs que tu ne décides pas. Le Covid, personne n'a décidé. C'est venu de nulle part. Et du jour au lendemain, les types qui avaient des vaccins comme, je sais pas moi, Pfizer, sont devenus des milliardaires. Tu peux pas mettre ça sur un business plan en mode oui, on prévoit qu'en 2020 il y aura Covid. Bah non, personne ne le savait. Mais après, les trucs tu peux prévoir. Xavier Niel, notamment avec Kim Ventures, il met beaucoup de tickets sur des projets qui lui, il voit que ça va être assez généralisé en 2035, 36, tu vois. Et avoir cette vision-là, c'est très important. C'est très dur, c'est pas donné. Et ça prend beaucoup de temps d'apprentissage, de culture, d'expérience, avant que tu arrives à ce stade où tu as un peu cette vision sur long terme, tu vois. Et toi, est-ce que tu penses du coup l'avoir acquis cette vision? Tu en parles, mais est-ce que, avec Startup OKLM ou toi en tant que tel, Adil, est-ce que tu es capable aujourd'hui Compliqué. Légèrement, oui, mais très de compliqué. prévoir les choses? Très compliqué. Très compliqué. Sinon, je serais milliardaire, hein, c'est sûr. Et tu ne penses pas du coup que Startup OKLM, c'est arrivé au bon moment? En vrai, c'est arrivé au moment pour d'autres raisons. C'est que la politique nationale du pays, il y a un peu ce truc-là d'entrepreneuriat, tu vois. Macron l'a bien poussé pendant 5 ans. Deuxièmement, il y a aussi plein d'initiatives qui existent. Quand tu regardes un peu l'écosystème, il y a eu, voilà, je reprends Genius, l'AIS, les assos, la BPI, il y a plein d'acteurs qui poussent un peu ce truc. Et du coup, tu ne viens pas tout seul dans un truc, il n'y a rien, tu vois. Il y a déjà des initiatives qui existent et du coup, on va dire, tu les rejoins tout simplement et tu trouves ta place. Et après aussi, c'est pour ça, je pense, niveau timing, que c'était, je ne vais pas dire le bon moment à ce point-là, mais on va dire, il y a eu aussi un environnement autour qui a permis du coup aux médias de pouvoir trouver sa place, tu vois.
parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense que même aujourd'hui, ça reste encore très très léger. On parle trop d'entrepreneuriat, mais quand tu sors un peu de la petite bulle Station F, les assos, quoi que ce soit, c'est pas un sujet qui est très démocratisé aujourd'hui, et même auprès des étudiants, tu vois. Et les écoles, je pense qu'ils font pas assez. Donc ça, c'est sûr. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'invite toutes les écoles, d'ailleurs, voilà, s'ils veulent me contacter, voilà, pour des partenariats, je suis toujours présent. Je me repense Ouais, encore vas-y. à ça, mais tu m'as dit que les gens ne savaient pas ce qu'était un entrepreneur. Ouais. Question qui suit, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Oula, On s'adresse à... un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un taré qui a un projet en tête, qui se dit vas-y, j'ai envie. On Non. les a vus les tarés tout à l'heure. Ah, il y en a plein. Passé à l'avant. Mais en vrai, un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui exécute. Voilà, c'est tout. Ça devient à la mode en plus aujourd'hui. Pas forcément. Franchement, pas forcément. En vrai, on a l'impression, mais c'est pas forcément le cas. Vraiment, tu sors dans la rue, c'est pas encore le cas. Il y a encore plein de trucs qui font encore plus fantasmer qu'un entrepreneur aujourd'hui. En France, si je prends le Zuckerberg français, ça va être qui? Je peux dire Anthony Bourbon, par exemple, ou Frédéric Mazea. Mais je suis sûr que les gens connaissent plus Blablacar que Frédéric. En tant que tel. Ce qui est normal. Et il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail avant qu'on arrive à ce stade de dire ok, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que les gens adorent, que les gens veulent. Et après, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est fait pour ça? Il faut le tester, c'est sûr. Et après, pareil, en vrai, tu peux le faire une fois, ça marche pas, refaire, ça marche pas, refaire, ça marche pas. Je reviens à ma question d'équation. J'essaie moi de trouver cette équation-là, d'ailleurs, c'est un défi que j'ai, de pouvoir trouver vraiment voilà, comment. On est où dans l'équation? Il manque encore pas mal de choses, donc il faut voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je pense que je vais finir par la trouver. Voilà, c'est quoi tout ce qu'il faut pour pouvoir monter une bonne boîte. Merci beaucoup Adil d'avoir été présent avec nous et on espère te revoir très prochainement. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper cool et puis bon courage.